Sud Radio, l'œil de l'expert. Alors, l'experte ce matin, c'est Claire Dalva, cofondatrice et présidente de Blockchain Partners. Je vous ai demandé de venir ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des crypto-monnaies. On entend beaucoup parler du Bitcoin. Et c'est vrai que quand on n'est pas forcément au fait de ces crypto-monnaies, on se pose beaucoup de questions, d'autant qu'on nous dit que c'est une monnaie d'avenir. Donc déjà, commencer par expliquer ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Oui, alors une crypto-monnaie, c'est un actif numérique donc qui n'existe que sur Internet. Il n'y a pas de pièce physique, il n'y a pas de billet. Et avec cet actif numérique, on peut faire tout ce qu'on fait avec une monnaie traditionnelle, c'est-à-dire stocker de la valeur, s'échanger de la valeur, acheter des biens et des services, etc. La grosse différence avec l'euro ou avec le dollar, par exemple, c'est que ce sont des monnaies qui ne sont pas gérées par des banques centrales, dans une sorte de boîte noire où on peut imprimer des billets un peu comme on veut. Ouais. Mais ce sont des monnaies qui sont gérées de manière transparente et décentralisée par des programmes informatiques gérés par des communautés. Voilà, mais comment ça marche c'est-à-dire que cet argent, il est virtuel. Si je mets 100 euros, comment je suis garanti? C'est la première question d'un petit épargnant. Comment je suis garanti de cet argent et de la valeur qu'il a? Bien sûr. Alors en fait, l'argent aujourd'hui, il est déjà virtuel. Vos euros, alors vous pouvez avoir des billets, bien sûr, mais la grosse majorité de vos euros, ils sont dans les bases de données des banques. Ouais. Donc c'est les banques qui se portent garantes quelque part de votre argent. Donc si vous avez confiance dans le système financier actuel, vous êtes bon. La différence sur Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies, c'est que ce sont des programmes informatiques qui sont répartis sur plein de serveurs un peu partout dans le monde. Et donc sur les plus grandes crypto-monnaies comme Bitcoin, c'est plusieurs milliers de serveurs, voire dizaines de milliers de serveurs qui stockent ces programmes-là. Et donc plus c'est décentralisé, plus il va y avoir de confiance dans ces fonctionnements, ces nouveaux outils. Alors comment ça marche et comment marche la fluctuation, puisqu'on en a parlé à l'occasion d'une explosion de la valeur du Bitcoin qui est passée à près de 40 000 $, c'est-à-dire 33 000 euros, avant de reperdre, un petit peu comme en bourse. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin monte de façon exponentielle? On a vu des gens qui avaient investi 10 $ et se retrouvaient avec 250 millions de dollars. C'est possible ça? Alors, il faut avoir investi les 10 $ très tôt. Oui, voilà. c'est ça, voilà. Alors, c'est possible. Aujourd'hui, on n'est peut-être plus à ce niveau-là. En fait, qu'est-ce qui fait déjà sur la fluctuation du cours? C'est l'offre et la demande. C'est comme les actions des entreprises, c'est-à-dire que si beaucoup de gens veulent acheter, le cours va monter. Si beaucoup de gens veulent vendre, le cours va descendre. Et donc après, il y a des phénomènes de communication aussi qui vont aider le cours à monter ou à descendre. Donc certaines annonces de régulateurs ou certaines annonces d'entreprises vont potentiellement inciter les gens à acheter ou à vendre. Là, on a vu dernièrement beaucoup d'entreprises, notamment aux États-Unis, investissent dans Bitcoin. Et donc aujourd'hui, c'est surtout ça qui fait monter le cours. C'est qu'on voit que Bitcoin s'institutionnalise là où il y a 5 ans, c'était encore un truc de geek, quoi. Ouais. Avant, on avait des lingots d'or, nos grands-mères avaient des lingots d'or et autres. Est-ce que l'or n'est plus du tout une valeur refuge et est-ce qu'on pourrait investir un peu ses économies dans Bitcoin où il y a un risque de tout perdre? Alors Bitcoin, c'est vrai qu'on le voit beaucoup comme l'or numérique. Ouais. La grande particularité de Bitcoin aussi par rapport à des monnaies classiques, c'est que Bitcoin est en quantité limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, un peu comme l'or qui est en quantité limitée sur Terre. Et c'est pour ça qu'on assimile Bitcoin à une sorte de valeur refuge numérique, donc un peu comme l'or, mais plus pratique, puisque vous pouvez vous en envoyer beaucoup plus facilement. Est-ce que ça peut exploser? Est-ce que ça peut être une bulle spéculative? Alors, c'est une question qu'on peut imaginer, de se dire qu'à un moment, tout ça va exploser? Alors, je vous donne mon opinion sans que ce soit un conseil en investissement quelconque, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la tendance, elle est haussière, à moyen et long terme. Maintenant, elle est haussière, pas forcément de manière linéaire. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ça peut très bien prendre 40%, puis perdre 30%, etc. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que si vous investissez dans Bitcoin, la meilleure stratégie, c'est en fait de ne pas y toucher, de viser le long terme, et pas forcément de jouer les apprentis traders et de regarder ce qui se passe d'un jour sur l'autre. Vous le conseillez aux néophytes? C'est-à-dire à monsieur et madame tout le monde qui n'y connaissent rien, qui voient qu'effectivement il y a des performances qui peuvent être intéressantes. C'est quoi les conseils que vous donnez à nos auditeurs ou à moi qui n'y connaissent strictement rien? Ce que je conseillerais, c'est un peu comme, encore une fois, les actions en bourse, c'est-à-dire n'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, parce qu'il y a toujours un risque de perte en capital. Moi, ce que je conseille, encore une fois, c'est d'investir sur le long terme, c'est-à-dire investissez un petit montant ou un montant qui correspond aussi à votre niveau de vie et attendez, visez long terme, faites pas comme les traders à court terme. Acheter, vendre, vendre. Sauf si c'est votre métier, bien sûr, mais c'est pas le métier de tout le monde. Donc on met par exemple 2 000 € et puis on attend 10 ans et qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 10 ans avec ces 2 000 €?
Alors, Pourquoi 2000 alors, 2000, Parce que je suis en train de consulter en direct. Il y a des gens pour qui 2000 €, c'est pas beaucoup. Il y a des gens pour qui ce sera beaucoup. Donc, non, mais prenons une valeur 100 €. Si on met 100 €, voilà. D'abord, un bitcoin, c'est combien? C'est 30 000 € le bitcoin? Alors, en ce moment, j'ai pas regardé ce matin, ça doit être plutôt autour de 40 000 €. Oui, 40 000, effectivement. Là, je vois la courbe, 41 000 même. Non, 39 852 €. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'acheter un bitcoin entier. Hein. Le bitcoin est divisible en 8 chiffres après la virgule, donc vous pouvez mettre 15 € si vous voulez mettre 15 €. D'accord. Et donc, si on investit 100 €, c'est la question du Gilles, je pense, et qui vous prend pour Madame Irma. Ouais, voilà, c'est-à-dire combien on peut imaginer générer de bénéfices, enfin, combien ça peut rapporter? C'est difficile à dire. En se basant sur le passé et sur ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut imaginer 50 000 € ou 40 000 €? Par exemple, moi, je vais juste vous donner des chiffres factuels. Moi, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, c'était en 2015 et le bitcoin valait à peu près 400 €. Ouais. Donc, si vous faites les calculs, on a fait un x100 depuis. Après, en ce moment, on est dans une hausse qui est assez spectaculaire. Donc, c'est pas forcément le cas tout le temps. Moi, je pense que la stratégie long terme, elle reste très intéressante. Très probablement bénéfique. Oui. Je vois une interview de Janet Yellen que vous avez peut-être vue, qui est la secrétaire américaine au Trésor, et qui dit que cette monnaie est extrêmement inefficace pour mener des transactions et qu'elle est souvent utilisée par la finance illicite. Oui, alors c'est-à-dire que c'est... pour le coup, c'est un mythe. Il y a eu pas mal d'études justement par des entreprises spécialisées comme Chainalysis qui ont montré que le pourcentage de transactions illicites sur Bitcoin, il est inférieur à 5%, c'est-à-dire encore plus faible que sur le dollar. Ouais. Non, c'est plutôt à 5%. Pour rebondir sur la question de Valérie, on dit beaucoup que c'est la monnaie de blanchiment de l'argent, de la drogue. Que souvent, les rançons, on a reçu avec Valérie un spécialiste du hameçonnage et du rançonnage des hôpitaux actuellement sur les logiciels. Ils se font payer en bitcoin souvent. Oui, parce que c'est pas traçable, c'est ça? Alors si, en fait, là aussi, on entend beaucoup dire que Bitcoin est anonyme et intraçable, mais c'est complètement faux. Justement, c'est des technologies qui sont très transparentes. Donc, on va pas forcément voir votre nom, votre prénom sur les registres dans les programmes, mais par contre, on va voir toutes les transactions. Et donc, si vous connaissez le numéro de compte, en gros, de quelqu'un, vous allez pouvoir remonter toutes ces transactions. Donc, au contraire, c'est très traçable. Et du coup, quand il y a des ransomware, ce qu'on fait, c'est qu'on trace l'adresse à laquelle la personne qui a fait ça veut qu'on lui envoie les bitcoins. Sur la crypto-monnaie en elle-même, est-ce qu'aujourd'hui on peut payer en bitcoin? Alors oui, vous pouvez payer en bitcoin. Alors Tesla a d'ailleurs annoncé récemment qu'on pouvait acheter des voitures en bitcoin. La majorité des magasins, des entreprises n'acceptent pas forcément directement le paiement en bitcoin, même si ça commence à évoluer. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des services qui commencent à arriver, qui vous proposent par exemple d'avoir une carte bleue que vous rechargez en crypto-monnaie. D'accord. Et donc avec cette carte bleue, vous l'utilisez comme une carte bleue classique, donc vous pouvez payer dans des magasins sur Internet. Est-ce qu'il y en a d'autres? On parle de Bitcoin, mais vous êtes spécialiste des crypto-monnaies, donc ça sous-entend qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a. Alors il y en a plusieurs centaines, plusieurs milliers. Toutes ne sont pas intéressantes. Il y en a beaucoup qui sont des copies de Bitcoin, plus ou moins bien faites. La deuxième, la plus connue, s'appelle l'Ether, qui fonctionne sur le réseau Ethereum. Qui là propose pas seulement de l'échange et du stockage de valeur, mais aussi de créer des applications décentralisées par-dessus, par exemple des applications d'assurance, des applications de prêt, etc. Alors, remarque d'un auditeur avisé qui nous dit: le Bitcoin n'a aucune contrepartie, aucune banque centrale ne l'assure, c'est un actif illusion. Oui, j'entends beaucoup ce genre de remarques, mais... qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'en fait, une monnaie, ça se définit par la confiance que les gens ont en cette monnaie et par l'usage qui en est fait. Donc, effectivement, derrière Bitcoin, il y a une communauté, mais surtout, il y a une confiance que les gens vont avoir dans cette monnaie. La confiance en l'argent, c'est très volatile, non? C'est très... Bien sûr, mais derrière les monnaies traditionnelles, il n'y a pas non plus d'actifs tangibles. Hein. Il y a une banque centrale qui assure, effectivement, qui garantit cette monnaie. Mais qu'est-ce qu'elle garantit, puisqu'aujourd'hui, les talons or n'existent plus? Non, mais elle garantit vos dépôts, par exemple, sur vos comptes en banque. Si vous mettez 100 000 €, enfin, c'est garanti jusqu'à 100 000 € votre argent en banque. Donc, il y a mais les banques centrales garantissent la monnaie d'un État, surtout, c'est ça. Elles garantissent la monnaie d'un État, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par exemple sur le dollar, il y a à peu près 1/5 des dollars en circulation qui ont été justement émis l'année dernière pendant la crise. Et donc ces monnaies-là, qui certes sont garanties par les banques centrales, ont aussi une valeur qui s'effrite avec le temps, avec des phénomènes d'inflation qui n'existent pas tellement sur Bitcoin. Et le risque des nouvelles monnaies qui vont se lancer, mon auditeur me dit également que Facebook veut lancer sa propre crypto-monnaie et dit que les banques centrales garantissent le taux de change aussi.
C'est deux réponses différentes. Mais alors, oui, sur les monnaies privées, effectivement, c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir les États aujourd'hui. C'est qu'avec ces nouvelles technologies qui permettent de créer des crypto-monnaies sans dépendre de banques centrales, on a des entreprises privées, et c'est notamment le cas de Facebook avec sa monnaie Diem, qui se positionnent là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Facebook, qui voulait autrefois indexer sa monnaie sur un panier de monnaie incluant l'euro, aujourd'hui ne va l'indexer plus que sur le dollar. Et donc on se rend compte que ces nouveaux outils deviennent aussi des éléments de souveraineté monétaire et d'influence monétaire. C'est des nouveaux outils technologiques finalement. Comment on fait si on veut acheter des bitcoins? On demande à qui? On fait comment? À sa banque? Comment ça se fait? Alors, c'est peu probable que votre banque vous propose d'acheter des bitcoins, même si sait-on jamais, ça évolue. Non, mais je vous pose la question. Si vous êtes en France, l'idéal c'est d'aller sur une plateforme qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Il y a un label qui s'appelle le label de prestataire de services en actifs numériques. Et donc en France, il doit y avoir 7 ou 8 plateformes qui sont agréées. Par exemple, il y en a une qui s'appelle CoinHouse, donc vous pouvez aller sur leur site web et là on va vérifier votre identité, vous demander des documents et ensuite vous pourrez acheter des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies avec votre carte bleue ou en faisant un virement depuis votre compte bancaire. Je l'ai fait sur une appli qui s'appelle Coinbase, ça doit être la même chose. Qui est américaine, voilà. Mais et il ne faut pas perdre son numéro de compte. J'ai vu dans les petites histoires son mot de passe, parce que j'ai vu un Américain qui avait investi, je ne sais plus, alors c'était au tout début, genre $50. Aujourd'hui, il est à la tête de 250 millions de dollars et il ne retrouve pas son mot de passe et il ne peut pas accéder à ses bitcoins. Alors, bon, il faudrait vérifier la véracité de cette histoire que je ne connais pas, mais théoriquement c'est possible. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vous avez des sortes de nouvelles banques. En fait, si vous allez chez CoinHouse ou chez Coinbase, ce qui va se passer, c'est que la plateforme va vous proposer potentiellement de stocker vos mots de passe et donc de vous les redonner si vous les perdez. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec ces technologies-là, c'est que vous pouvez stocker votre argent numérique vous-même sans dépendre de la base de données de quelqu'un d'autre. Et donc, vous pouvez les stocker sur une clé USB qui s'appelle un ledger ou un bout de papier tout simplement, mais c'est comme stocker du cash dans ce cas-là. C'est-à-dire que si vous le perdez, tant pis pour vous. Tout ça échappe au fisc, hein. On est d'accord. Pour l'instant, ils ne taxent pas. Si, rassurez-vous, en France, on a vite régulé sur la fiscalité, donc on est taxé sur les plus-values. À hauteur de 30% si je ne me trompe pas. Ah d'accord. Mais on peut pas amortir les pertes évidemment. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a donné un petit peu plus d'informations. Toujours cet auditeur me dit: le jour où le Bitcoin s'impose, la mondialisation sera achevée pour le pire et les États n'auront plus aucune souveraineté. Là on rentre dans la géopolitique. Oui. Alors pour le coup, je pense que si Bitcoin s'impose, ce sera pas la seule monnaie dans le monde. Il y en a plein d'autres. Donc c'est pas parce que Bitcoin s'impose qu'il y aura que Bitcoin. Hein. Très bien. Merci à vous. Et coupure électrique, ça risque rien s'il y a un gros bug Internet où tout Internet s'effondre? Alors, si tout Internet s'effondre, je pense qu'on aura d'autres problèmes que la crypto-monnaie. Tout de suite. Mais n'investissez jamais plus que ce que vous ne pouvez investir, quel que soit l'investissement que vous faites. C'est le message qu'on retiendra. Merci Claire Balva, cofondatrice et présidente de Blockchain Partners.